Okay, so the government shutdown as it stands right now, 31 days, 17 hours into this thing. That means we're technically in the 32nd day of the shutdown. Also, SNAP restrictions. That's something we've been discussing all week. Now Politico has this. Nearly 42 million Americans have lost their food stamp benefits. Alors que beaucoup pensaient que Washington avait déjà dépassé toutes les limites possibles, une nouvelle série d'événements a révélé l'un des épisodes les plus embarrassants de la politique récente des États-Unis d'Amérique. Ce qui semblait n'être qu'un conflit de plus entre les partis s'est transformé en un spectacle de capitulation explicite. Des dizaines de républicains ont franchi la ligne qu'ils s'étaient jurés de ne jamais franchir. Non seulement ils ont reculé, mais ils ont symboliquement et honteusement livré Donald Trump aux démocrates dans l'un des revirements politiques les plus inattendus de la dernière décennie. Et si, comme des millions de citoyens de ce pays, vous vous sentez trahi, épuisé et manipulé par un système qui utilise la politique pour nourrir les vanités, tandis que ce sont toujours les citoyens qui perdent la note, alors cet espace est pour vous. Inscrivez-vous dès maintenant. Restez avec nous jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous allons vous dévoiler les coulisses du séisme qui a frappé le Congrès et révéler le vrai visage de ceux qui sont réellement aux commandes. Tout a pris de l'ampleur dans le contexte de l'un des blocages gouvernementaux les plus longs de ces derniers temps. Le shutdown a paralysé des départements entiers, gelé les salaires et poussé des millions d'Américains au bord de la misère. Au début, cela semblait être un nouveau bras de fer entre démocrates et républicains. Mais en coulisses, la crise était bien plus profonde. Alors que Trump prononçait un discours exaltant la résistance, la bravoure et le nationalisme, une partie de son propre groupe préparait le mouvement contraire. Des mesures sévères, telles que des coupes drastiques dans le programme d'aide alimentaire, le SNAP, ont été mises en œuvre sans vergogne. Le ministère de l'Agriculture lui-même a publié un communiqué officiel déclarant qu'à partir du 1er novembre, les transferts seraient interrompus. Pour des millions de familles, cela signifiait le retour de la faim. Pour les dirigeants du gouvernement, ce n'était qu'un coup tactique de plus. Dans le même temps, le président exigeait du ministère de la Justice un transfert absurde de 230 millions de dollars, invoquant des frais judiciaires accumulés comme s'il puisait dans un fonds personnel, et non dans le budget de la nation. Ce geste d'appropriation institutionnelle a suscité un malaise, même parmi ses plus proches alliés. Mike Johnson, président de la Chambre des représentants et l'un des plus fidèles écuyers de Trump, a été pris au dépourvu par la presse. Incapable de justifier cette demande, il a admis publiquement qu'il n'avait pas discuté de la question avec le président, comme s'il fallait attendre une autorisation pour exprimer une opinion sur quelque chose d'aussi absurde. La phrase publiée dans les journaux était sans appel. « Je n'ai pas été autorisé à faire de commentaires ». Ce qui est apparu clairement, c'est la dépendance totale du pouvoir législatif à l'égard d'un pouvoir centralisé, messianique et sans frein. La politique a cessé d'être de la politique. Elle est devenue un culte de la personnalité. Mais la fracture au sein du Parti républicain s'est encore aggravée lorsque les secteurs modérés ont commencé à résister. Sous la pression directe des électeurs et craignant des pertes aux urnes, les parlementaires d'États décisifs comme la Californie, New York, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie ont commencé à prendre leur distance par rapport au noyau dur du Trumpisme. Ils ne pouvaient plus défendre les coupes dans des programmes comme Medicaid ou SNAP, ni justifier les augmentations abusives des plans Obamacare, qui, dans certains États, ont dépassé la barre des 100%. Dans les coulisses du Capitole, le climat était à l'insatisfaction. « Que faisons-nous » se demandait-il. « Comment puis-je expliquer cela aux familles qui m'ont fait confiance ?» La vérité est que le parti imposait des votes extrêmes qui favorisaient les entreprises et les élites, tout en écrasant les travailleurs et les plus pauvres. C'est alors que beaucoup ont dit « ça suffit, il est temps de trouver une solution avec les démocrates ». Et c'est ainsi que le revirement a commencé. Une cinquantaine de députés républicains ont entamé une action directe avec l'opposition, tentant de sauver le peu de cohérence qui leur restait.
La réaction de l'aile trumpiste a été explosive. Des personnalités telles que Marjorie Taylor Greene, jusqu'alors en première ligne du radicalisme, ont commencé à prendre discrètement leur distance, creusant encore davantage les divisions internes. Mike Johnson, de plus en plus isolé, a vu son leadership se dissoudre. Et à l'extérieur, le peuple assistait à l'effondrement d'une structure de pouvoir que même ses propres alliés ne pouvaient plus soutenir. La crise politique a rapidement contaminé l'économie. Des chaînes comme Walmart, qui tirent profit des avantages du SNAP, ont fait pression sur le gouvernement. Si les personnes à faible revenu perdent l'accès au programme, elles cessent d'acheter. Et si elles cessent d'acheter, tout le monde en subit les conséquences. La fin d'une mère se transforme en perte pour le commerçant. Même les entrepreneurs, traditionnellement alignés sur les républicains, ont commencé à exiger une solution urgente. C'était la faillite institutionnelle qui frappait à la porte de la faillite économique. Cependant, à la Maison-Blanche, la réalité semblait être autre. Donald Trump, absorbé par ses publications sur les réseaux sociaux, se comportait comme quelqu'un qui joue à un simulateur de ville, tandis que la nation réelle saignait. Il n'a convoqué aucune réunion, n'a proposé aucune alternative, n'a écouté personne. Il s'est contenté de lancer des insultes, de répandre des mensonges et de faire des promesses creuses. Lorsqu'on lui a demandé s'il était prêt à négocier un accord bipartite pour sortir de l'impasse, il a préféré ignorer la question. Il était plus utile d'alimenter le chaos. Dans le chaos, il se sentait encore en contrôle. Et ici, je vous lance un appel. Si cette histoire fait écho à ce que vous ressentez depuis si longtemps, si vous vous percevez également comme quelqu'un qui est laissé de côté par ce jeu déloyal, où ce sont toujours les citoyens qui perdent, écrivez-le dans les commentaires. Votre voix a de la valeur. Votre témoignage peut être exactement l'étincelle dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas abandonner. Écrivez. Moi aussi, je suis fatigué d'être ignoré par ceux qui devraient me représenter. Chaque commentaire n'est pas seulement un exutoire, c'est de la résistance, c'est une construction collective, c'est la vérité vivante. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment de le faire. Nous ne promettons pas de vérité absolue, mais ici, vous trouverez des informations sans phare, le courage de dire ce que beaucoup cachent, et une communauté qui n'accepte plus d'être trompée. L'histoire est encore en marche, et vous pouvez faire partie de la suite. Choisissez d'être l'une de ces voix. Lorsqu'une nation perd son axe moral, ce qui se révèle n'est pas seulement l'échec des politiques publiques ou les limites de ses dirigeants. Ce qui émerge avec brutalité, c'est l'effondrement d'un système qui a cessé de représenter le peuple pour servir les caprices d'une élite politique de plus en plus éloignée de la réalité quotidienne. C'est exactement ce qui s'est produit ces derniers jours à Washington. Alors que des millions de citoyens attendaient avec impatience la fin du blocage du gouvernement, espérant le retour des salaires, des avantages sociaux et d'une certaine stabilité, les coulisses du pouvoir abritaient une mise en scène grotesque où l'ego d'un seul homme était traité comme une priorité nationale. Donald Trump, au milieu de l'instabilité, n'a pas pris la position de commandant, mais est devenu l'épicentre du chaos. Et les 50 républicains qui font désormais marche arrière, même si c'est tardivement, sont la preuve que la farce est devenue intenable, même parmi les leurs. La demande adressée par Trump au ministère de la Justice, à hauteur de 230 millions de dollars, n'était pas seulement un geste éthique discutable, c'était un scandale à tous les niveaux, juridique, institutionnel et moral. La Constitution des États-Unis d'Amérique stipule sans équivoque que le chef de l'exécutif ne peut recevoir aucune forme de rémunération autre que le salaire prévu. Malgré cela, Trump a eu l'audace d'exiger une somme absurde, comme si le gouvernement fédéral était l'une de ses entreprises personnelles, comme si les ressources publiques étaient à son usage exclusif. Et le plus effrayant a été le silence complice de certains secteurs du Congrès. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a lui-même éludé toute réponse, affirmant qu'il n'avait pas abordé le sujet avec Trump, et qu'il n'avait donc pas d'opinion à ce sujet.
Cette omission de la part du deuxième personnage le plus influent de la politique législative est le reflet de l'échec d'un leadership qui ne commande plus, qui n'inspire plus, qui n'a plus voix au chapitre. Pendant ce temps, l'impact dans les rues s'aggravait. Chaque jour de fermeture supplémentaire plongeait davantage de familles dans le désespoir. Des initiatives vitales, telles que le programme d'aide alimentaire, ont cessé de fonctionner. Des enfants sans lait, des personnes âgées sans repas, des mères angoissées, ne sachant pas comment nourrir leurs enfants. Et le gouvernement, au lieu d'agir, a choisi de manipuler. Sur les sites officiels, des messages ont été publiés accusant les démocrates de bloquer les ressources, une utilisation abusive et partisane des structures publiques, en violation flagrante du Hatch Act. Mais qui peut être tenu responsable lorsque la présidence elle-même ignore les lois? Trump savait qu'il pouvait transgresser, car il avait déjà transformé le Parti républicain en une machine soumise et le Congrès en un prolongement de ses caprices. Mais la ligne a été poussée. Au-delà du supportable, les coupes dans des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation et l'alimentation ont durement touché des régions qui, jusqu'alors, soutenaient inconditionnellement le trumpisme. Des États comme l'Ohio, le Michigan, la Californie, New York et même les bastions conservateurs du Sud ont commencé à faire entendre des cris de révolte. Les maires, les conseils municipaux et les dirigeants locaux exigeaient une prise de position. Sur les réseaux sociaux, des vidéos dramatiques de familles désespérées se sont répandues. L'image du gouvernement s'effondrait rapidement. C'est alors que le calcul politique a pris le pas sur l'idéologie. Craignant d'être balayés dans les urnes, des dizaines de parlementaires républicains ont commencé à négocier directement avec les démocrates, à la recherche d'une solution d'urgence. Mais l'usure était déjà irréversible. Ce qui n'était auparavant qu'un malaise interne s'est transformé en rupture déclarée. À la Chambre des représentants, les absences sont devenues monnaie courante. De nombreux législateurs conservateurs ont disparu de la capitale fédérale. Réunions annulées, sessions sans quorum, votes reportés. Certains étaient de retour dans leurs États, essayant de contenir le tollé populaire généré par les décisions qu'ils avaient eux-mêmes approuvées. Le Parlement américain, qui aurait dû s'efforcer de résoudre la crise, est devenu un bâtiment silencieux, envahi par la honte. Jamais, dans toute l'histoire récente des paralysies, l'absence des parlementaires n'avait été aussi prolongée. On s'attendait à ce qu'ils soient là, affrontant la tempête. Mais sous le joug de Trump, même les rites les plus élémentaires de la démocratie ont été bouleversés. Et Mike Johnson, déjà politiquement démoralisé, répétait des phrases génériques dictées par l'entourage du président, sans proposer aucune solution concrète. Au Sénat, seuls quelques éclairs de résistance apparaissaient. Des personnalités telles que Josh Hawley, malgré un passé marqué par des positions extrêmes, ont tenté de défendre des programmes tels que SNAP et Medicaid. Mais dans la pratique, leur vote restait aligné sur ceux des secteurs les plus durs du gouvernement. Le discours changeait, mais l'action restait inchangée, jusqu'à ce que la pression devienne insupportable. Des articles publiés par le Washington Post ont révélé des augmentations exorbitantes des plans de santé liés au système Obamacare, avec des records atteignant 102% dans des États comme la Pennsylvanie. Le discours officiel selon lequel les coupes étaient des mesures techniques s'est effondré. La population a compris le coup et le soulèvement a commencé. Dans les circonscriptions électorales disputées où la marge de victoire est minime, les représentants ont commencé à recevoir des avalanches d'appels, de messages indignés et de menaces de rupture avec leur base. Lors d'événements publics, certains ont été confrontés à des cris de traîtres, vendus, complices de la faim. Et puis, l'impensable s'est produit. Une cinquantaine de membres républicains du Congrès ont discrètement décidé d'abandonner Trump et de soutenir la proposition des démocrates visant à rouvrir le gouvernement. Non par principe, ni par compassion, mais par pur instinct de survie électorale. Et le résultat a été historique.
Après des années de soumission aveugle, l'opposition et la dissidence interne ont uni leurs forces dans un objectif commun: mettre fin à la destruction provoquée par le noyau trumpiste. L'effet a été immédiat. Trump est entré dans une rage folle. Il a accusé les dissidents de trahison, a menacé de représailles et a promis de financer des campagnes pour les destituer de leurs fonctions. Mais le mal politique était déjà fait. Ce qui avait commencé comme une désertion silencieuse s'est transformé en un mouvement susceptible de redéfinir le paysage politique américain. En dehors des bureaux, des voix de tous les secteurs ont commencé à se faire entendre. Les organisations patronales, les syndicats, les organisations civiles et les personnalités publiques ont commencé à faire pression. Les géants du commerce tels que Walmart ont exigé une action urgente. Ils ont fait valoir que l'effondrement des programmes d'aide sociale n'était pas seulement une tragédie sociale, mais aussi une menace économique aux proportions incalculables. Lorsque la population cesse de consommer, l'économie s'enraye. Et le risque de récession est passé de possibilité à réalité imminente. Dans ce contexte de rupture, de honte et de bouleversement institutionnel, la question qui ne peut plus être éludée est la suivante. Jusqu'à quand les États-Unis d'Amérique supporteront-ils qu'un seul individu se place au-dessus de la Constitution, de la législation et de la volonté populaire? Et combien de temps le Parti républicain acceptera-t-il que son identité, son héritage et sa mission soient déformés pour protéger les caprices de quelqu'un qui gouverne dans son propre intérêt? Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous estimez que cette trajectoire ne peut plus continuer, que le moment est venu de rompre avec la culture de la peur, de la connivence et du chantage, vous n'êtes pas seul. Des millions d'Américains se sont déjà réveillés. Votre indignation est légitime et elle peut se transformer en action, en mobilisation, en changement. Écrivez dans les commentaires votre vision de cette rupture historique. Votre témoignage peut encourager d'autres personnes à ouvrir les yeux et profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Ici, vous ne trouverez ni titre creux ni théâtre politique. Ici, nous enquêtons, nous dénonçons et nous mettons en lumière ce que les puissants tentent de cacher. Ce à quoi nous assistons n'est pas une simple turbulence passagère. C'est le reflet de décennies de promesses non tenues, de discours creux destinés à masquer l'inefficacité et la cruauté d'une caste politique qui a appris à exploiter la souffrance du peuple comme stratégie de pouvoir. Il ne s'agit plus d'un affrontement entre partis politiques. Il ne s'agit plus de gauche ou de droite. Il s'agit de décence, de justice, de vérité. Lorsque 50 représentants élus décident de rompre avec l'homme qui, jusqu'à hier, était protégé par un culte de la personnalité, il ne s'agit pas seulement d'une division interne, c'est l'aveu public que le projet autoritaire mené par Donald Trump a échoué. Un plan fondé sur la peur, la persécution et le chantage qui s'effondre aujourd'hui, ironiquement, sous les mains de ceux qui l'ont soutenu pendant des années dans le silence et la lâcheté. Mais il faut être clair. Cette rupture n'est pas un acte de bravoure, ce n'est pas une rédemption, c'est une conséquence, le résultat direct de la pression croissante d'un peuple épuisé, d'un pays au bord de l'effondrement, de communautés entières abandonnées, où la pauvreté est devenue la norme et où l'espoir ne frappe plus à la porte. Des familles sans revenus, des garde-manger vides, des factures impayées et une négligence institutionnelle atteignant des niveaux obscènes. Le cri qui a commencé par un murmure dans les banlieues s'est transformé en un tollé, un son impossible à ignorer qui résonne désormais dans les couloirs du Capitole. Et malgré toutes les tentatives de manipulation, de censure et de répression, la vérité ne leur appartient plus. La structure du pouvoir a changé, et celui qui le ressent, c'est vous qui suivez chaque détail et reconnaissez les signes de ce qui est sur le point de se produire. La rupture au sein du Parti républicain a révélé quelque chose de plus profond encore qu'un désaccord politique. Elle a montré la dégradation éthique d'une administration qui a délibérément choisi de s'en prendre aux plus vulnérables au nom d'intérêts privés. Un gouvernement qui a transformé des politiques publiques essentielles en ennemis de l'État.
qui a traité le SNAP, Medicaid et Obamacare comme des obstacles, alors qu'ils étaient en réalité tout ce qui restait à des millions de familles pour survivre. La stratégie était claire, utiliser la souffrance des autres comme une arme politique. Ce n'est pas seulement insensible, c'est pervers. Même maintenant, alors qu'une partie des parlementaires tente de faire marche arrière et de conclure des accords avec l'opposition, le mal est fait. Aucun recul ne peut effacer les conséquences de l'omission. Le Congrès est divisé, la confiance populaire est en lambeaux, et Trump, sous pression, recourt à ce qu'il a toujours utilisé, la confrontation. Il attaque ceux qui l'ont abandonné. Il attaque les journalistes. Il attaque la population. Et il tente, une fois de plus, de vendre le vieux scénario du complot, de la persécution dont il est victime. Mais cette fois-ci, son discours ne colle plus. La mascarade a perdu de son éclat. Et lorsqu'un peuple qui a trop longtemps souffert découvre la vérité, il se soulève. Désormais, l'avenir du pays est en jeu. Les prochaines étapes seront cruciales. La réouverture du gouvernement, les accords d'urgence, les reconfigurations politiques qui se dessinent, tout sera évalué avec méfiance, avec des yeux attentifs. Car il ne s'agit plus de simples décisions administratives. C'est la reconstruction même de la légitimité démocratique qui est en jeu. Et cela ne s'obtient pas avec des promesses télévisées, ni avec des spécialistes du marketing. Cela exigera du courage, de l'engagement et des actions concrètes en faveur du peuple. Et le peuple, maintenant, est éveillé. Si vous suivez ce parcours depuis le début, vous savez que chaque geste compte, que cet épisode honteux ne doit pas tomber dans l'oubli. Nous ne pouvons pas traiter ce moment comme une simple page de crise. Il est temps de marquer le coup, de dénoncer, de partager. Et c'est pour cela que cette chaîne existe, pour donner de la visibilité à ce qu'ils tentent d'enterrer, pour révéler ce qui se cache sous le vernis des apparences, pour raconter ce qui se passe réellement dans les coulisses du pouvoir. Si vous pensez que cette dénonciation doit rester vivante, inscrivez-vous dès maintenant, c'est gratuit. Mais cela a le pouvoir de tout changer. Car plus les gens sont nombreux à savoir, moins il y a de place pour la manipulation. Et avant de conclure, je voudrais vous lancer une invitation directe. Pensez au nombre de fois où cette histoire s'est répétée. Des gouvernements qui promettent monts et merveilles, des dirigeants qui se vendent comme des sauveurs et qui ensuite tournent le dos, des programmes sociaux qui disparaissent du jour au lendemain. Et au final, ce sont toujours les citoyens ordinaires qui paient la note. Mais aujourd'hui, nous avons devant nous une chance de briser ce cycle, de construire quelque chose qui parte de la base, de faire pression pour obtenir de véritables réformes qui placent la dignité humaine au-dessus des intérêts privés. Une force collective qui ne dépend ni des partis, ni des leaders messianiques. Une force composée de personnes comme vous, qui en ont assez de rester silencieuses et ont décidé d'agir. Et tout commence ici, avec l'information, avec une prise de position, avec la vérité. Alors partagez cette vidéo avec ceux qui n'ont pas encore compris ce qui se passe. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous attendez pour l'avenir. Et surtout, restez ferme, car la honte vient peut-être d'eux, mais la réponse viendra de nous, et elle a déjà commencé à se faire entendre. À la prochaine vidéo.